Bonsoir à tous et bienvenue sur Fréquence Médicale pour cette émission sur l'hypertension difficile à traiter. Donc pour parler de cette problématique qui est quand même très fréquente en consultation, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le professeur Jean-Jacques Mourad. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes chef de service de médecine interne à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et vous êtes bien sûr spécialiste de l'hypertension artérielle avec de nombreuses publications à votre actif. Quelles proportions d'hypertension sont mal contrôlées et à votre avis, dans cette proportion de patients mal contrôlés, c'est quoi la part des malades qui suivent mal leur traitement, puisque c'est la première explication, j'imagine? Alors c'est l'explication politiquement correcte quand on discute entre médecins. Mais comme je ne suis pas politiquement correct, je dois rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, en France en tout cas, un hypertendu sur deux dépisté est correctement traité, ce qui veut dire qu'un hypertendu sur deux dépisté et traité n'atteint pas les objectifs qui lui conféreraient la meilleure protection démontrée depuis 20 ans grâce aux essais thérapeutiques que personne ne conteste. On a bien longtemps incriminé, et c'est vrai, des problématiques d'inobservance. Aujourd'hui, en France en tout cas, une majorité de l'explication réside en 2 points. L'inertie thérapeutique des médecins, puisque c'est nous les prescripteurs et on prescrit globalement pas assez de traitements antihypertenseurs, puisqu'on prescrit en moyenne 1,9 classes thérapeutiques par patient, alors qu'on sait, et c'est issu des essais et des populations canadiennes, qu'il faudra en moyenne, ce qui n'est pas chez tout le monde, mais en moyenne une classe de plus par patient. Et le deuxième élément important, c'est qu'on a un pipeline des nouveaux traitements antihypertenseurs quasiment vide, et on a aujourd'hui des phénotypes d'hypertension artérielle sur des populations vieillissantes, avec un arsenal qui n'est plus complètement adapté pour régler toutes les problématiques d'hypertension. Aujourd'hui, on a clairement besoin de nouvelles approches thérapeutiques pour contrôler l'hypertension systolique du sujet âgé et puis certaines formes résistantes aux stratégies usuelles qu'on utilise depuis 20 ans aujourd'hui. Et alors rapidement, pour balayer aussi cet argument qui est récurrent, le mode de vie, l'alcool, le sel, est-ce que c'est un élément ça ne doit pas être négligé, j'imagine, mais est-ce que c'est un élément majeur pour vous? C'est un élément important, mais qui se positionne plutôt mal tel qu'il est raconté aujourd'hui, et en particulier dans les recommandations. Nommément, tous ces facteurs que vous signalez sont des facteurs qui sont extrêmement intéressants avant de devenir hypertendu et qui serait extrêmement urgent de prioriser chez les patients à risque de développer une hypertension artérielle. Et donc, il faut les positionner nommément quand les gens ont entre 12,5 et 13,5 de systolique. C'est à ce moment-là où on peut tenir un discours sur les règles d'hygiène et de vie qui est d'abord pertinent parce qu'il ne vient pas en concurrence avec l'introduction d'un traitement pharmacologique. Et deuxièmement, il laisse le temps à ces règles d'agir, puisque ces règles, quand elles sont mises en place, il faut qu'elles agissent dans la durée, et la baisse de pression artérielle met plusieurs semaines à plusieurs mois à se pérenniser, quand on diminue le sel ou quand on reprend une activité physique, par exemple. À l'inverse, le dire au même moment qu'un traitement pharmacologique est souvent contre-productif, puisque le médicament apparaît comme une punition chez quelqu'un qui n'a pas pu appliquer ces règles d'hygiène et de vie, qui sont par nature extrêmement difficiles à appliquer quand on a 50 ans de dérive alimentaire ou d'hygiène de vie. Alors rapidement aussi, parce qu'on a tous dans la tête ces causes qui nous ont été gravées par nos maîtres, devant une hypertension artérielle qu'on a vue comme normale, on a commencé à la traiter. Si on n'arrive pas à la contrôler, est-ce qu'il faut encore chercher des causes d'HTA secondaires? Et si oui, devant plutôt quels arguments? Alors, la fréquence d'HTA secondaire varie suivant la population à qui vous avez affaire. Si vous êtes en pédiatrie, vous allez trouver une HTA secondaire dans 75% des cas. Si vous êtes en gériatrie, vous allez la trouver dans moins de 5% des cas. Et entre les deux, vous avez tout dépend où vous mettez le curseur. Si vous cherchez une HTA secondaire chez les patients en monothérapie, vous n'en trouverez pas beaucoup.
Si vous les cherchez chez les patients résistants authentiquement à une trithérapie, vous en trouverez à peu près 30%. Ah. Et donc, aujourd'hui, tout venant, dans une population tout venant, il est classique de dire que vous trouverez une HTA secondaire chez l'adulte dans entre 5 et 10% des cas. Et les causes d'HTA secondaire, les 3 que tout le monde devrait connaître et rechercher aisément, c'est l'apnée du sommeil, c'est l'insuffisance rénale et c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Ces 3 causes-là sont celles qui cochent des taux de pourcentage de prévalence de l'ordre de 10% dans les populations, on va dire, au-delà de 50 ans. Alors après, une fois qu'on a éliminé donc toutes ces causes de résistance au traitement, certaines personnes, malgré tout, malgré un traitement bien ajusté, y compris avec le nombre de médicaments que vous avez recommandés, gardent une hypertension qui est difficile à traiter. Est-ce qu'on a une idée des mécanismes qui sont en jeu dans ce type de malade ? Oui, alors d'abord, c'est pas anecdotique cette histoire-là, puisque même quand on fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on adresse à une structure spécialisée des hypertendus résistants authentiquement à 3 médicaments bien pris, on estime qu'environ on va dire 10 à 30% des patients hypertendus cochent ce phénotype-là. Et quand on fait le bilan, on trouve dans 30% des cas une cause, généralement soit une HTA rénine basse, soit un hyperaldostéronisme primaire et très fréquemment un syndrome d'apnée du sommeil, mais il reste 70% de cas de ces patients qui ont une authentique hypertension artérielle résistante essentielle. Et ces patients-là, on est très démunis parce qu'on a déjà bloqué le système rénine-angiotensine plutôt correctement, on les a déplétés avec des diurétiques, on les a dilatés au maximum que l'on puisse avec un inhibiteur calcique, ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui probablement des systèmes qui sont peu ou pas affectés par les traitements qu'on leur donne, et on pense bien sûr à l'endothéline, qui est probablement un circuit qu'il faut explorer, qui a été tenté d'être exploré il y a quelques années et qui revient un petit peu à la charge. Jouer sur les facteurs natriurétiques ou vasodilatateurs, bradykinin, etc., en associant par exemple à des médicaments classiques des inhibiteurs de la dégradation de ces peptides. Je pense donc aux inhibiteurs de la néprilysine, par exemple. Et puis enfin, trouver des bloqueurs un peu plus spécifiques de fabrication d'hormones telles que l'aldostérone ou telles que la noradrénaline. Il y a quelques pistes pharmacologiques dans ce domaine aussi. Alors, à l'AHA ont été présentés quelques résultats, encore limités mais intéressants, sur le système rénine-angiotensine qui serait uniquement limité au cerveau. Donc, qu'est-ce que ce système et quelles hormones fait-il intervenir ? Alors effectivement, on a tous les composants du système rénine-angiotensine classique présents dans le cerveau. Ça a été des découvertes des 20 dernières années à peu près. Et avec quelques particularités, et en particulier le rôle prédominant de l'angiotensine 3, qui semble être, contrairement à ce qui se passe dans la circulation systémique avec l'angiotensine 2, le principal effecteur on va dire, de l'homéostasie et de la régulation de la pression artérielle. Et cette angiotensine 3, elle est fabriquée à partir de l'angiotensine 2 cérébrale, par une aminopeptidase A qui est localisée effectivement au niveau du cerveau. Et cette découverte a conduit bien entendu à réfléchir à des cibles thérapeutiques. Alors cette découverte, elle est intéressante parce que cette stimulation du système rénine-angiotensine cérébrale, elle n'est pas homogène dans les modèles expérimentaux d'hypertension et elle paraît particulièrement influente dans certains modèles d'hypertension artérielle génétique comme le SHR ou dans certains modèles qu'on connaît bien, qui sont des modèles animaux sensibles à la volémie et à la sensibilité au sel, et donc nommément les rats d'Ocasel. Et donc c'est intéressant parce que le phénotype humain de ces modèles expérimentaux, c'est typiquement les hypertendus qui posent réellement des problèmes d'équilibre, qui sont les hypertendus à rénine basse, les hypertendus familiales, les hypertendus de certaines ethnies comme les Noirs américains par exemple.
Et donc c'est un système qui est indépendant du système rénine-angiotensine périphérique. Ça n'a rien à voir en dehors des molécules. Ça n'a pas de lien effectivement direct, puisque les effecteurs, par exemple, de l'angiotensine 3 vont être, par exemple, l'angiotensine 3 va augmenter, par exemple, la sécrétion de vasopressine, va stimuler le système nerveux sympathique et va diminuer la diurèse, par exemple. Et donc, on a des effecteurs qui vont au-delà de ce qu'on peut observer dans le système rénine-angiotensine systémique qu'on connaît bien depuis 30 ans maintenant. Et donc, on a vu apparaître un premier inhibiteur qui inaugure une classe, si j'ose dire, de médicaments à action centrale, les inhibiteurs de l'aminopeptidase A dans le cerveau, c'est ça ? Oui, nommément le firibastat est une molécule qui a été proposée depuis quelques années comme pouvant être une option thérapeutique chez l'homme. Alors ça a été d'abord, comme d'habitude, utilisé et testé dans des modèles animaux, puis chez le volontaire sain. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une prodrogue qui passe effectivement la barrière hématoméningée et qui se transforme dans le cerveau dans un produit qui va justement bloquer l'aminopeptidase A et donc provoquer un effet diurétique, mais qui n'est pas un diurétique, une diminution du système nerveux sympathique et une diminution de la sécrétion de vasopressine. Alors c'est intéressant parce que c'est un antihypertenseur et pas un hypotenseur. On a l'image toujours un peu néfaste des antihypertenseurs centraux qui sont très pourvoyeurs d'hypotension orthostatique, etc. Et le fait d'avoir une molécule qui s'ajuste au niveau initial de la pression artérielle, un peu comme les IEC ou les Artans au passage, est quelque chose d'assez intéressant et d'assez prometteur en termes de tolérance en particulier. Et est-ce que ça ne bloque absolument pas les inhibiteurs de l'aminopeptidase A à la périphérie ? C'est un truc qui est spécifiquement central ? Exactement, puisque c'est une prodrogue qui passe dans le cerveau et qui est transformée par une enzyme purement cérébrale en molécule active. Donc vous avez cité un effet diurétique alors que ce n'est pas un diurétique. Est-ce que ça veut dire que ça peut avoir un intérêt particulier dans les hypertensions qui sont fortement dépendantes du sel ? Oui, et c'est un petit peu l'hypothèse du travail des promoteurs de cette molécule. C'est assez intéressant parce que on sait que cette population qui est, on l'a déjà nommé, des populations à rénine basse, qui sont des populations d'obèses, qui sont des populations afro-américaines, ont un deuxième risque associé à l'hypertension qui est le diabète. Et quand vous donnez, et comme ils ne répondent qu'aux diurétiques, en tout cas c'est ce qui a été raconté, et répondent très peu aux bloqueurs du système rénine-angiotensine, et en plus avec les IEC peuvent faire des complications graves comme les angioœdèmes, leur donner des diurétiques, qui est la classe thérapeutique la plus diabétogène, n'est peut-être pas la meilleure des idées. En plus, ça donne d'autres effets, en particulier chez l'homme, qui ne sont pas toujours agréables. Et donc avoir un effet diurétique-like qui est adapté à la pathophysiologie de leur maladie hypertensive, sans avoir les complications des diurétiques et sans s'empêcher de donner un diurétique en cas de besoin, paraît une option intéressante, en tout cas sur le papier. Et ça agit, à votre avis, plutôt sur la systolique, plutôt sur la diastolique, autant sur les deux ? Alors, pour l'instant, les données qu'on a, très honnêtement, sont très parcellaires. On a des données chez des volontaires sains. On a un essai publié dans Hypertension, dans Circulation, qui est une étude en ouvert, qui donne des baisses de pression artérielle de l'ordre de 9 mm de mercure pour la systolique, et donc fatalement moins de l'ordre de 4 mm de mercure pour la diastolique, sans soustraction d'un bras placebo qui n'existait pas dans cette publication et qui est une de ses limites, mais qui peut être compréhensible pour plusieurs raisons. Donne une idée de l'amplitude de baisse de la pression artérielle chez les hypertendus modérés, puisque des baisses moins importantes ont été observées chez des volontaires sains par définition. Donc vous faites référence à cette étude New Hope qui avait été présentée donc, à la HA en 2019 et donc qui est publiée dans Circulation. C'est à peu près combien de patients et quel profil de patients rapidement ?
Alors, de mémoire, c'est 250 patients environ. L'orientation est d'ailleurs cautionnée par la FDA, qui est toujours dans la quête d'un traitement qui favorise le contrôle tensionnel des populations minoritaires et très impactées par l'hypertension aux États-Unis, qui sont les Afro-Américains et puis les minorités ethniques. Et donc cet essai a vraiment été orienté avec cet objectif-là, de tester le produit en particulier. Et cet essai a inclus donc des patients en surpoids, dont 50% au moins venaient de minorités apparentes, comme on dit, et donc il y avait un bon tiers de population qui se reconnaissait comme étant afro-américains et une bonne vingtaine de pourcents d'hispaniques. Et donc, oui. Et donc, on a évoqué tout à l'heure l'absence de groupe placebo à ce stade du développement. C'est une phase 2, ça vous paraît normal? C'est dans les recommandations habituelles, c'est ça? C'est pas complètement normal avec le niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui, mais il pouvait s'expliquer par au moins plusieurs choses. D'abord, cette population, il y avait 65% d'obèses nommément, le BMI était 33. Cette population est déclarée comme étant relativement à risque et donc certains investigateurs auraient pu s'inquiéter, et puis des gens s'occupant de safety auraient pu s'inquiéter de garder pendant 8 semaines des individus hypertendus avérés, dont certains étaient en bithérapie avant l'inclusion dans l'essai, à qui on a arrêté tout, de leur laisser un placebo pendant 2 mois, alors qu'ils présentaient une hypertension modérée, puisque l'inclusion de mémoire pouvait aller jusqu'à 170 mm de mercure de systolique. Deuxièmement, on a eu l'expérience des essais d'énervation qui sont assez similaires et qui ont donné un type d'information qui a été pondéré par la suite. Mais quand on a une nouvelle molécule, une nouvelle voie d'action, il paraît légitime de tester une amplitude et d'obtenir une amplitude d'efficacité pour préparer des essais d'envergure avec soit des bras contrôle de traitement actif qu'on attendra et qui seront nécessaires pour asseoir la place de cette classe éventuelle dans l'arsenal thérapeutique, soit de faire un groupe placebo avec des patients peut-être moins à risque. Le deuxième point important, c'est l'acceptabilité. C'est sûr qu'il y a un principe de réalité aujourd'hui qui est qu'il est beaucoup plus simple de faire ce type d'essai que d'investir dans un bras placebo avec toutes les difficultés d'acceptabilité d'un bras placebo par les temps qui courent, par les patients. Et la méthode de mesure vous paraît correcte dans cette étude New Hope, l'évaluation de la pression artérielle? Alors, elle est un peu originale, mais à la mode, puisqu'il a été utilisé en gros comme critère principal le même critère qu'utilisé dans l'étude SPRINT, qui a été très largement médiatisée. C'est-à-dire, c'est une mesure au cabinet, mais faite par une méthode automatique, sans la présence d'un docteur ou d'un soignant, ce qu'on appelle le unintended. Et on sait que cette mesure donne des valeurs de pression artérielle un peu plus faibles que ce qu'on observe au cabinet en présence d'un médecin, et qu'elle se rapproche un petit peu des données diurnes de pression artérielle obtenues par MAPA. C'est dans l'air du temps. C'est difficile, ça rend la comparaison difficile avec des données au cabinet mesurées pour d'autres raisons. Ça reste des mesures au cabinet qui sont à ce stade de l'évaluation d'un médicament un gold standard. Et puis dernière chose, il y avait bien entendu dans les critères secondaires des mesures ambulatoires qui sont aujourd'hui des choses qu'on reconnaît et qu'on recherche pour évaluer la quantité de bénéfices obtenus. Il faut se rappeler que cette population avec un BMI à 33, dont 65% étaient obèses, 28% diabétiques, la MAPA chez ces patients-là, c'est juste l'enfer, puisque ça a des problématiques de brassard et de taille de brassard qui font que la faisabilité, le nombre d'erreurs de mesure en MAPA chez ces patients est trop important pour en faire le critère principal d'évaluation dans une étude de phase 2 comme celle-là. Alors, vous nous avez cité dans cette étude une diminution de 9,6 mm de mercure de la pression artérielle systolique. Est-ce que c'est un niveau qui vous intéresse en tant que spécialiste de l'hypertension et qui peut laisser espérer des réductions des événements liés à l'hypertension artérielle? C'est une amplitude de bénéfices qui est intéressante si on la compare à ce qui a pu être observé dans d'autres études, qui devra être, de manière indispensable, contrôlé par un groupe placebo un jour ou l'autre,
qui devra être conforté par une autre étude chez d'autres patients, et c'est indispensable. Ce qui est intéressant, c'est que cette amplitude de bénéfice, elle a été observée avec la molécule en monothérapie pour l'essentiel de ces patients, puisque seuls 25% d'entre eux ont eu besoin de recourir à 25 mg d'hydrochlorothiazide en cas de besoin au bout d'un mois. Il est difficile de préjuger de la quantité de bénéfices. Il est plausible qu'on se retrouve avec une amplitude de bénéfices sensiblement similaire à ce qu'on observe avec une autre monothérapie. L'avantage de cette molécule, c'est qu'elle semble fonctionner sur la population dédiée, et qui sont les populations afro-américaines et obèses. Oui, donc si on vient dans le détail, il y avait plusieurs sous-groupes de patients. Quand on analyse les sous-groupes, ça vous évoque des réflexions supplémentaires par rapport à ce que vous venez de dire? On est dans des problématiques nord-américaines, c'est-à-dire ils vivent, et on a tous vécu dans une génération où les traitements gold standard, comme ça dans les populations tout venant, c'est les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Dans ces populations-là, c'est des médicaments qui fonctionnent mal ou pas. Et donc la problématique nord-américaine et puis la problématique des patients obèses est la quête d'une molécule qui marche au moins aussi bien dans cette population que dans le reste de la population. Et c'est le cas avec cette molécule. Ça marche aussi bien chez les Afro-Américains que chez les Caucasiens. Ça marche aussi bien chez les sujets âgés que les sujets un peu moins âgés. Et donc, c'est intéressant. Alors un autre élément, bien sûr, du traitement antihypertenseur, c'est la tolérance, puisque certains antihypertenseurs ne sont pas dénués d'effets secondaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le profil de tolérance qui est décelé à partir de cette étude? On est sur une étude à 8 semaines, donc on peut observer que des signaux à court terme, on va dire. Ce qui ressort, c'est pas grand-chose. On sait ce qu'il n'y a pas. Alors, il n'y a pas d'angio-œdème, ça c'est vraiment là encore un point crucial. Il n'y a pas d'hypokaliémie, c'est un deuxième point intéressant. Il n'y a pas de choses catastrophiques d'un point de vue biologique, semble-t-il. Ce qu'il y a, c'est un peu de maux de tête, mais on le voit chez une population hypertendue modérée, le lien de cause à effet est compliqué à mettre en place, surtout en l'absence de bras placebo qui pourrait nous donner, là encore, le delta de tolérance. Il y a quelques réactions cutanées qui étaient un peu attendues et qui sont, semble-t-il, avec une fréquence moindre que ce qu'on observe avec d'autres classes thérapeutiques antihypertensives au passage, nommément les diurétiques, et qui sont des érythèmes polymorphes qui surviennent extrêmement rarement. On est à des taux de moins de 10% très largement et qui sont totalement réversibles. Et alors pourquoi est-ce que vous trouvez aussi important le fait qu'il n'y ait pas d'impact sur le taux sanguin de potassium? Parce que le potassium est le lien et chaînon manquant explicatif entre l'hypertension, les traitements antihypertensaires et le risque diabétogène, puisqu'on estime que c'est via l'hypokaliémie que se fait la résistance à l'insuline et le risque diabétogène induit par les diurétiques en particulier. Et donc, il est intéressant chez ces patients-là de n'avoir, malgré un effet diurétique affirmé, qu'il n'y ait pas d'hypokaliémie induite et donc de risque diabétogène. Et à partir de là, donc dans votre spécialité, c'est quoi votre désir qu'on réponde à quelle question? C'est quoi les malades qui vous paraissent les plus aptes à être testés dans une étude qui va venir? Et quels sont les malades qui sont les bons candidats pour ce type de traitement? Aujourd'hui, on a clairement besoin et c'est l'étape d'après, on a besoin de comprendre un peu mieux l'amplitude d'efficacité de cette molécule. On a les hypertendus modérés, obèses là, il nous faudrait des hypertendus légers, un peu tout venant. Il nous faudrait surtout un bras comparateur. Il faut savoir effectivement comment se positionne l'efficacité de cette molécule par rapport, par exemple, à un diurétique standard, ou un inhibiteur calcique standard, qui serait la monothérapie de première intention spontanément administrable ou recommandable dans ces populations-là. Et là, on aura un peu plus
d'arguments pour positionner cette molécule qui pourrait avoir deux positionnements, un très aisé et qui nous manque aujourd'hui, qui serait la quatrième intention derrière une trithérapie classique, aujourd'hui posée et recommandée sur la base en plus d'essais de morbimortalité. Et donc, il sera difficile de venir se substituer à des classes thérapeutiques qui ont des données de morbimorta, ce qui n'est pas encore le cas de cette molécule, et qui pourrait être une alternative dans certaines populations spécifiques en monothérapie, si les résultats prometteurs qui sont proposés venaient à être confortés par d'autres études. Eh bien, je crois qu'on arrive un petit peu au terme de cette émission. C'est quoi votre conclusion concernant ces hypertensions difficiles à traiter et donc la recherche de nouvelles classes ? Je crois qu'avant de dire que les hypertensions sont difficiles à traiter, il faut un moment se poser et s'assurer que le médecin a mis au service du patient toutes les connaissances de l'hypertension disponibles depuis 40 ans et qu'il faut qu'on ait sur chaque dossier d'hypertension résistante un vrai challenge pour essayer de trouver une solution. Les leçons des essais d'inclusion dans les essais de dénervation ont prouvé que quand on se poser pour s'assurer qu'il n'y avait pas manière ou matière à mieux contrôler les patients difficiles à traiter, on trouvait des solutions. Et qu'on a eu des vraies difficultés à inclure dans les essais très propres de la dénervation, parce que dès qu'on mettait les patients dans des centres experts d'hypertension, on trouvait une solution thérapeutique pharmacologique pour 90% d'entre eux. Je ne nie pas l'adhérence, je ne nie pas les problématiques d'observance, loin de là, mais on a également une part de responsabilité dans l'observance, puisque c'est nous qui écrivons des ordonnances, parfois trop complexes, qu'on pourrait simplifier. Il reste indubitable qu'on a besoin de nouvelles classes thérapeutiques, de nouvelles molécules pour contrer des systèmes hormonaux qui vont être ceux qu'il faudra bloquer dans les HTA résistantes. On les a cités. La voie de nouveaux antihypertenseurs centraux mieux élaborés que les historiques est sûrement une voie prometteuse qu'il faut encourager. Merci beaucoup Jean-Jacques Mourad. Nous voici au terme de cette émission sur l'hypertension artérielle difficile à traiter et les nouvelles stratégies qui peuvent y répondre. J'espère qu'elle a, elle aussi, répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur l'hypertension. Je remercie bien sûr notre invité et l'équipe technique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Fréquence Médicale.